Vous avez une idée géniale, révolutionnaire, qui peut vous lancer sur le chemin de la prospérité. Eh bien, vous devez penser à la protéger. Il existe des mécanismes qui vous permettent de breveter, de déposer votre marque et comment y parvenir. Alexandra, bonjour. Bonjour Emmanuel Lamégan, bonjour chers téléspectateurs. Alors vous avez planté le décor, on s'intéresse ce matin à un élément du patrimoine immatériel de l'entreprise, il s'agit de la marque. Alors à propos, justement, si vous êtes entrepreneur et que votre marque n'est pas protégée, sachez que c'est un risque, puisque vous offrez à vos concurrents la possibilité de s'en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte. Alors pourquoi protéger la marque et comment la protéger? C'est de cela qu'on parle ce matin avec notre invité, Ayaba Kenom, conseil en propriété intellectuelle auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Madame Kenom, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Et déjà, dites-nous, c'est quoi une marque? Quand on parle de marque, à quoi fait-on référence? Alors, une marque, c'est un signe distinctif dont une entreprise peut se servir pour distinguer ses produits et ses services de ceux de ses concurrents sur le marché. Et peuvent servir de marque des dessins, des logos, des noms, même un slogan aussi, ça peut être enregistré en tant que marque. Un slogan peut servir de marque. Un slogan, c'est parfois une phrase. Oui. Et donc, ça dit que ce n'est pas juste un mot. Non, justement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est important de protéger la marque? Alors, c'est important de protéger la marque parce que si vous ne protégez pas votre marque simplement au plan juridique, elle ne vous appartient pas. C'est l'enregistrement, la protection qui vous confère le droit de propriété sur votre marque. Donc, lorsque vous créez votre marque, vous l'utilisez. Tant que vous ne l'enregistrez pas juridiquement parlant, elle ne vous appartient pas encore. Quand on parle de l'enregistrer, cela se passe comment? Au Bénin, qui est membre de l'OAPI, la protection des marques est régie par l'accord de Bangui et l'organisation qui s'en occupe justement, c'est l'OAPI. Alors, les demandes sont introduites auprès de l'OAPI qui fait les vérifications nécessaires parce qu'avant d'être enregistrée, une marque doit remplir certaines conditions. Donc il y a une étude qui est faite et lorsque la marque remplit toutes les conditions, l'OAPI procède à l'enregistrement. Donc ça permet de déclarer que telle marque appartient officiellement à telle personne. Et aussi pour protéger l'entreprise qui veut protéger sa marque peut la protéger au plan de l'OAPI parce que bon, quand vous protégez au Bénin systématiquement, c'est protégé dans les 17 États membres de l'OAPI, puisque le Bénin est membre de l'OAPI. Et l'entreprise peut également opter pour une protection à l'international, toujours via l'OAPI par le système de Madrid. Et l'idée générale, c'est de lancer la protection dans les espaces géographiques où l'entreprise souhaite utiliser la marque. Et à ce niveau, quelle instance prend le relais? Puisque l'OAPI est sous-régionale, quand on veut aller au-delà, quelle instance, quelle institution prend le relais et accorde cet enregistrement ou cette autorisation? Chaque pays concerné donne son accord. Alors comment ça se passe? La demande, même internationale, est toujours introduite auprès de l'OAPI. Et l'OAPI envoie cette demande-là vers l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne délivre pas de titre. Et ils vont juste se contenter d'éclater la demande vers les différents pays qui ont été désignés lors de la demande à l'international. Et ces différents pays-là, chacun va apprécier la demande et envoyer sa réponse favorable ou défavorable qui sera transmise à l'OAPI et l'OAPI transmet la réponse aux demandeurs. Alors, ne pas enregistrer sa marque, c'est un risque. Y a-t-il d'autres moyens de protection de la marque au-delà de l'enregistrement dont vous venez de parler? Non.
Alors, l'enregistrement, lui seul, constitue le principal moyen pour protéger cette marque-là. Il faut dire qu'à l'international, quand même, il y a eu de nombreux procès et chaque année, on en enregistre d'ailleurs. J'ai cette illustration qui nous amène hors de l'Afrique. Alors, on parle de Milka du groupe Kraft Jacob Suchat. C'est une entreprise qui distribue du lait. Et donc, cette Milka du groupe a donc proposé à la propriétaire de l'adresse internationale milka.fr 10 000 € pour acheter ce nom de domaine. Et donc, le groupe existe, mais entre-temps, c'est que le même nom est exploité sur Internet, en ligne, toujours pour un produit laitier par une autre personne. Et donc, le groupe a tenté de racheter cela, mais l'utilisatrice de l'adresse a préféré porter plainte contre l'entreprise et lui a demandé en retour 80 000 € de dommages et d'intérêts pour utilisation dégradante de son nom. Vous voyez, c'est donc une affaire de gros sous, apparemment, hors du Bénin. Qu'en est-il quand on revient au niveau national? Est-ce qu'il y a eu des situations quand même qui permettent de cerner l'importance de faire enregistrer cet élément-là du patrimoine immatériel de l'entreprise? Est-ce qu'on a déjà connu par le passé des procès ou quand même des situations dont on peut se servir pour illustrer? Il y en a, mais je me demande si c'est le lieu de citer des cas précis. Je ne vais pas trop me lancer dans ça. On va faire sans citer de nom. Mais les cas dont vous avez connaissance, comment... Déjà, avant de revenir sur les cas, par rapport à l'exemple que vous avez donné, je vais apporter une petite clarification. D'accord. Parce que l'exemple que vous avez donné, vous avez parlé des noms de domaines qui sont à distinguer des marques. C'est deux domaines différents, deux domaines de protection différents. Et je profite pour glisser aux entreprises que ça fait partie des stratégies d'entreprise. Quand vous protégez votre marque, il faut chercher à protéger en même temps le nom commercial associé à l'entreprise et le nom de domaine que vous pensez utiliser pour l'entreprise. Là, ça fait trois choses. Oui. Sinon, vous vous retrouvez dans les cas comme l'exemple que vous avez cité. Vous utilisez une marque, un nom en tant que marque, et vous apprenez que quelqu'un d'autre l'utilise en tant que nom de domaine. Ce qui crée une confusion déjà sur le marché. Et quand il y a confusion dans l'esprit du consommateur lambda sur le marché, forcément, ça vous crée des manques à gagner parce qu'il y aura forcément une partie de la clientèle qui va associer l'autre à vous. Or, ce n'est pas le cas. Alors, pour revenir à la question que vous avez posée, je vais vous demander de me la rappeler. Dans notre contexte socio-culturel au Bénin, est-ce que l'importance de protéger la marque est déjà bien cernée? A-t-on connu, quand on se réfère à l'histoire, des situations où chacun a essayé de tirer le drap de son côté, défendant un nom qui, entre-temps, est déjà exploité par quelqu'un d'autre? Ok, oui. Mais là, je vais donner un exemple. C'était plutôt en matière de nom commercial. D'accord. Et il y avait quelqu'un qui avait son nom commercial qu'il utilisait, mais il n'a pas enregistré ce nom commercial-là. Il s'est fait que quelqu'un d'autre a pris le nom, l'a enregistré, a laissé les délais de recours. Parce qu'il y a des délais de recours quand vous lancez une protection. En fait, quand vous demandez la protection, il y a un peu comme en griffe, une publication de banc, où c'est annoncé de façon publique que telle personne est en train de demander l'enregistrement de tel nom, de telle marque, d'un brevet sur tel. Donc, si quelqu'un se réclame être propriétaire de ça, la personne peut tout de suite faire opposition. D'accord. Et il y a des délais. Donc, celui qui a usurpé, en fait, il a lancé la protection, il a laissé les délais de recours passer. L'autre était dans son coin, totalement ignorant de ce qui se tramait. Et une fois que les délais de recours sont passés, il lui a envoyé un huissier pour lui demander de cesser l'utilisation du nom parce que désormais ça lui appartient. Et il faut savoir que dans le droit de la propriété intellectuelle OAPI, c'est le premier arrivé qui est propriétaire. Donc, si vous utilisez, vous n'avez pas protégé, quelqu'un d'autre passe par derrière, protège de façon légale. Quand les voies de recours, les délais de recours sont passés, c'est celui qui a protégé qui est le propriétaire. C'est donc un peu comme en matière de terre, lorsque tu sécurises avec un titre foncier en premier, on te délègue la propriété.
au détriment de cette personne-là, ce propriétaire qui n'a pas entre-temps pensé à sécuriser sa propriété. On va rappeler quelles sont les conséquences de la non-protection d'une marque. On va les rappeler très rapidement. Alors déjà, quand vous ne protégez pas votre marque, juridiquement parlant, la marque ne vous appartient pas. Ce qui emporte comme conséquence logique que lorsque quelqu'un d'autre s'approprie votre marque, vous n'avez pas de base légale pour agir contre cette personne-là. A contrario, c'est la protection qui vous permettra. Alors je précise, parce que beaucoup pensent que une fois que j'ai protégé, l'OAPI a le devoir, ou le conseil en propriété industrielle qui m'a accompagné a le devoir de surveiller ma marque. Beaucoup pensent que une fois que j'ai protégé, alors c'est impossible qu'il y ait contrefaçon. Justement, ce n'est pas le cas. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui achète sa moto. Il a acheté la moto, c'est pour lui, il a les papiers. Mais s'il laisse ça dehors, on peut voler. C'est pareil. Donc, en cas de vol de marque, de contrefaçon et consort, c'est celui qui a protégé qui aura maintenant le droit d'agir contre le contrefacteur pour réclamer justice. Mais celui qui n'a pas protégé ne pourra rien faire justement, il sera lésé. Et là, il y a une innovation de loi pays qui me paraît important de préciser, c'est la façon dont sont déterminés les dommages-intérêts en cas de contrefaçon. Parce que déjà, on ne va pas se contenter d'intimer à l'utilisateur de cesser, mais en plus, il doit vous dédommager. Et la manière dont il vous dédommage, on tient compte non seulement du manque à gagner occasionné chez vous, mais également du montant des recettes que lui a opéré grâce à l'utilisation de votre marque. Ce qui signifie que si votre propre marque, avec vous-même votre propre marque, vous faisiez par exemple un chiffre d'affaires journalier de 50 000 et que lui, il est très performant, il utilise votre marque et en une journée, il arrive à vendre pour 500 000. Pour vous dédommager, ça fera vos 50 000 plus. Les 500 000. Plus les 500 000 francs. Waouh. C'est pour cela que je disais que c'est une affaire de gros sous apparemment quand l'entreprise réussit à décoller. Alors, vous avez parlé du risque de ne pas pouvoir prétendre être le propriétaire de cette marque-là quand on ne protège pas la marque. Y a-t-il autre aspect? Oui. Lorsque vous ne protégez pas votre marque, par exemple, vous êtes limité dans les opérations que vous pouvez faire avec la marque en question. Quel genre d'opération? Notamment le franchissage ou bien même les accords de licence. Lorsque vous avez protégé, vous pouvez consentir des licences. Vous pouvez vendre. Et quand vous protégez, cela confère une valeur ajoutée. Parce qu'une entreprise qui veut utiliser votre marque, bon là on va un peu rentrer dans les stratégies d'affaires. Allons-y très rapidement. Ok. Une grande entreprise par exemple peut être intéressée par votre marque. Peut-être l'entreprise voit que vous faites dans des produits naturels qui marchent quand même bien sur le marché et elle, dans sa stratégie d'affaires, elle a envie de se développer dans ce domaine-là. Elle ne voudra pas forcément commencer de zéro. Très généralement, les grandes entreprises préfèrent acheter des petites marques qui ont quand même l'avenir devant elles ou faire des contrats de licence avec. Oui. Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas protégé, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce genre d'opération. Voilà, ce genre d'opération. Parce que l'entreprise en question qui est intéressée par votre marque, forcément, vous demandera de procéder à la protection pour elle derrière garantir les intérêts économiques qu'elle pourchasse à travers l'utilisation de votre marque. On pourrait illustrer avec nos brasseries au niveau pays qui rachètent les licences des produits dans le genre de Coca-Cola, par exemple, qui réexploitent cette licence-là. Oui, c'est un exemple parce que c'est un produit suffisamment boisson. D'accord. Allons-y. Et donc, en dehors de ça, y a-t-il une autre conséquence?
C'est majeur. D'accord. Par contre, moi j'ai une question. Allez-y, on se rend compte aujourd'hui que généralement les grandes marques, les grosses marques, surtout au niveau vestimentaire à l'international, il y a tellement de contrefaçons, on ne connaît même pas les contrefacteurs. Je peux rester chez moi, coudre une tenue, flanquer un logo d'une grande marque à l'international. Je vends ici à Cotonou, c'est ni vu ni connu. Comment est-ce que je fais? C'est un manque à gagner aussi pour la marque, n'est-ce pas? Comment elle fait pour traquer les contrefacteurs? Ok. Souvent, les grandes marques du moins utilisent ce qu'on appelle la veille. Elles font la veille pour surveiller le marché. Donc, quand vous voyez des pays comme le Bénin, où beaucoup de contrefaçons circulent, c'est souvent qu'elles n'ont pas un véritable enjeu économique au Bénin. Sinon, sous d'autres choses, ça ne se passe pas. Lorsque vous allez dans les rayons ailleurs à l'international, c'est presque impossible de voir de la contrefaçon. Et on est obligé d'acheter l'original. Parce que ça représente un gros marché. Et donc, on parle de gros sous. Et généralement, on se rend compte aussi que lorsqu'il y a une marque qui marche, des contrefacteurs peuvent retirer une lettre et remplacer par une autre. Je donne un exemple à tout hasard, et là je suis obligé malheureusement de citer un nom de marque bien connu, Adidas par exemple. On enlève un des D ou on enlève les D, ça devient Abibas, ou voilà, on essaie de jouer sur les noms, mais on se rend compte que c'est le logo de la marque en question. Est-ce que dès lors c'est toujours la même marque ou ça devient une autre marque? C'est la contrefaçon. Toujours la contrefaçon. Oui, parce que quand vous protégez, vous protégez non seulement votre marque à l'identique est protégée, mais tout ce qui pourrait ressembler à ça est protégé. Parce que l'idée de la protection, c'est d'éviter qu'il y ait confusion dans l'esprit du consommateur. Et si quelqu'un vient causer cette confusion-là, que vous puissiez vous défendre. Donc, si votre marque Adidas est protégée, ce n'est pas seulement ceux qui vont reproduire Adidas à l'identique qui seront contrefacteurs, non? D'accord. Tous ceux qui vont faire même dans de la parodie tomberont sous le coup de la loi. Alors, Madame Kunom, comment une entreprise peut-elle justement surveiller sa marque, surveiller et défendre sa marque? Donc, pour la surveillance, certaines entreprises, selon la taille, peuvent avoir en leur sein un service de la propriété intellectuelle avec un conseil en propriété intellectuelle, ou conseil en propriété industrielle du moins, qui s'occupe de ce volet-là. Mais une entreprise qui n'a pas cette capacité-là peut externaliser en recourant à un cabinet de conseil en propriété industrielle pour la surveillance de ça. Et ce cabinet-là fera le travail. Alors, pour finir, quels conseils donneriez-vous aux entreprises souhaitant protéger leur marque? Ça coûte de l'argent, le processus, énormément. C'est relatif. D'accord. Et pour les petits producteurs, d'accord, je suis néo-entrepreneur ou primo-entrepreneur, je n'ai pas forcément encore atteint le chiffre d'affaires qu'il faut pour m'engager dans ce processus-là, mais j'ai une idée révolutionnaire. Je vois que l'idée marche. Comment est-ce que je fais? Bon. Là, vous sommes sur celui à relève, Madame Kunom. Oui, parce que je ne veux pas dire d'entrée de jeu qu'il y a des accompagnements financiers qui sont prévus. Surtout, c'est ça même le but des startups. Les startups, c'est donc, on va dire, arriver à trouver une idée qui est prometteuse et qui peut être révolutionnaire, qui change vraiment le quotidien des gens et qui a un gros potentiel. C'est en cela qu'on parle du start-up. Et généralement, au début, les start-up n'ont pas forcément de moyens. Effectivement. Là, ça m'amène à faire une petite précision déjà. Et au niveau des titres de propriété industrielle, il y a les brevets qui sont subventionnés. D'accord. Les brevets sont subventionnés dans le but d'encourager la recherche et tout ça. Ce n'est pas trop le cas des marques. Alors, une petite entreprise qui vient de démarrer, qui n'a pas les moyens, ce que moi je peux conseiller, c'est d'inclure le montant de la protection dans son business plan déjà, dans sa recherche de financement, pour ne pas être confronté à ce problème-là plus tard. Parce que, qu'on le veuille ou non, la protection, l'idéal, c'est de la faire avant même
de commencer l'utilisation. Parce que tel que vous l'avez dit à un moment donné, quand ça marche, les gens commencent par copier. C'est ça. Et si vous n'avez pas encore protégé, souvent c'est déjà tard. On parle en termes de millions pour la protection au Bénin? Non. Donc c'est relativement... Oui, c'est bon. Je pense que tout entrepreneur intéressé pourra s'orienter vers les services d'un conseil en la matière pour être suffisamment informé. Ce sera donc tout, Madame Ayaba Kenom. Vous êtes conseil en propriété intellectuelle auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Avec vous, nous avons donc parlé de l'importance de la défense des marques d'entreprise. Herman Lamégan, ce sera tout pour la chronique économique de ce matin. Merci Alexandra, on se retrouve mardi prochain, c'est cela? Mercredi prochain. Mercredi prochain, dans exactement une semaine. Pour une autre thématique. Une autre thématique. Merci.